Oui, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Parce que la transcription en langue de signes, elle est un peu plus difficile. Il faut d'abord comprendre la vidéo, puisqu'il fait ça en langue de signes américaine. Tu Oui, oui. comprends la vidéo, tu écris sur du papier ce qu'il te dit, Mhm. et puis maintenant, tu arranges les phrases. Parce que la langue des signes, par exemple, je veux manger une banane. Oui. Ça, c'est le français. La langue des signes, c'est pas comme ça. Banane, moi, veux manger. Hmm. Ouais, ouais. Donc, tu écoutes, tu regardes la vidéo. Une fois que tu as déchiffré le message du sourd, Oui, donc il faut l'écrire dans son langue, il faut le transcrire dans son langage à lui. oui. Ensuite, il faut ordonner pour que ce soit une phrase cohérente en français ou En en français. anglais, selon Oui, oui, en la anglais, oui. langue que le client demande la ou dans laquelle il veut la transcription. Mhm. Je me nomme Éric Etoquet, je suis traducteur agréé autonome. Ma passion pour les langues et les cultures a suscité la création de cette chaîne qui a pour but d'éduquer, d'informer et de partager mon expérience au Québec. Ici, nous parlons de toute réalité qui touche la vie quotidienne au Québec, notamment l'intégration, les finances, l'immigration, les infos, le tourisme, la retraite, l'investissement, les affaires, les lois et la publicité, entre autres. Si une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite, à t'abonner à cette chaîne et deux, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes publications, le but étant de mieux connaître le Québec. Bonjour, bonsoir, Eric et Toquet. Une fois de plus, je reviens ici vers vous pour une autre épisode de podcast que vous savez s'intitule Mon parcours, mon expérience, ton inspiration. Cette fois-ci, on regarde plus la profession des traducteurs et aujourd'hui, on a une invitée qui va se présenter. Donc, bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonsoir à tous, bonjour. Je suis Madame Donfac Brigitte Yolande. Bon, je suis professeure de langue. Donc, mon intérêt pour la traduction et l'interprétariat est né très tôt parce que j'ai grandi avec une maman d'expression anglophone. Donc, c'est d'où est parti le désir de pouvoir traduire, interpréter d'une langue à une autre. OK. Est-ce que, merci déjà pour cette brève introduction. On aimerait savoir ton parcours académique pour un peu comprendre tes débuts. D'accord. Mon parcours académique est assez standard. Après les études primaires, je suis allée au lycée. Oui. Donc, en classe de seconde, ici au Cameroun, on doit choisir soit une seconde littéraire, soit une seconde scientifique. Donc, je suis allée dans une seconde littéraire, seconde A4 espagnol, Oui. où j'ai continué jusqu'au bac A4 espagnol. Et à l'université également, j'ai choisi lettres étrangères. On appelle ça ici langue étrangère, Oui. où on avait la possibilité d'étudier l'espagnol principalement, parfois traduction du français vers l'espagnol. Et on nous a adjoint également des cours d'italien. Mhm. Donc, on a eu à flirter avec les trois langues, en fait. Et généralement, toutes les filières à l'université au Cameroun font une formation bilingue, dont l'anglais était également quelque part là dans notre formation. Donc, après avoir obtenu ma licence en lettres hispaniques, je suis entrée à l'école normale supérieure de Yaoundé, option espagnol. Et là, maintenant, on faisait uniquement espagnol. C'est vrai qu'on faisait toujours de la traduction, mais notre langue de base, c'est l'espagnol. OK. Ben, merci. Ça, c'est le parcours académique. Est-ce que une école de... Oui, ça, c'était l'INS. Est-ce que, entre-temps, tu as fait une formation dans le domaine de la traduction comme les autres, c'est-à-dire purement traduction? Ou c'est dans le cadre de ta formation à l'UNS que vous avez un peu fait de la traduction? Dans le cadre de ma formation à l'ENS principalement, mais récemment, j'ai fait une formation en traduction avec un coach que vous connaissez certainement, Monsieur Patient Xavier, non. Donc, c'est avec lui que j'ai pu vraiment acquérir les bases de la profession traduction elle-même, parce que la traduction dans l'enseignement n'est pas la même chose. La traduction dans l'enseignement n'est pas textuellement comme ce que les traducteurs font peut-être à l'ASTI ou à l'ISTIC ici à Yaoundé, par exemple. Mais elles ont les mêmes bases en principe.
Mais il y a toujours des rouages qui sont propres à une profession quand elle est professionnelle, permettez la répétition. Oui, oui, bien sûr. OK, donc intéressant. Ça nous apporte dans un autre univers parce que ça nous intéresse sur cette plateforme, sur le podcast. J'ai eu des personnes qui sont traducteurs parce qu'en tant que traducteur, on n'est pas obligé de faire une formation de traduction. Il y en a certaines personnes qui acquièrent l'expérience sur le terrain et ça va comme ça. Et il y en a certains qui sont plus spécialisés dans des domaines spécifiques et puis qui abordent dans la traduction pour pouvoir, n'est-ce pas, traduire dans ce domaine. Parce qu'on sait que la plupart des traducteurs sont peu spécialistes. Généralement, ce sont des généralistes, mais il y en a certains qui se spécialisent. Pour l'instant, on s'intéresse à ton expérience. Déjà, depuis que ce soit avant ta formation à l'ENS, est-ce que tu as eu à traduire auparavant ou est-ce que tu peux nous donner un résumé de ton expérience dans ce domaine? Bon, j'ai eu à traduire, on va dire, traduire pour des amis, traduire pour... j'ai eu à traduire pour un prêtre, par contre, OK. qui était arrivé au Cameroun. Il avait des difficultés avec les banques. Donc, j'ai dû aller dans un établissement confessionnel où j'ai fait une traduction pour un prêtre. On a fait un appel téléphonique, en fait, Ouais. de l'Espagne, ici. On a dû expliquer un peu. Bon, on l'a aidé. On a aidé à ce qu'il puisse entrer en possession de son argent, en fait. Parce OK. qu'il était ici, il avait de l'argent, mais il ne pouvait pas accéder parce que il ne comprenait pas ce qu'on attendait de lui. Les Ouais. autres ne comprenaient pas ce que lui, il expliquait. Et ça, c'est bien. Ça, c'est déjà une fonction très importante du traducteur qui est l'intermédiaire entre deux personnes. OK. Donc, d'où vient l'intérêt de la traduction? Donc, comme je l'ai dit en introduction, l'intérêt pour la traduction est né très tôt dans l'enfance parce que mon grand-père avait une femme d'expression anglaise. Donc, elle est arrivée. C'est nous, les petits écoliers, qui devions jouer l'interprétariat entre son mari et elle. Mhm. Donc, du coup, j'ai eu à flirter avec l'anglais dès le bas âge. Le peu qu'on apprenait à l'école, Oui. il fallait approfondir auprès d'elle pour pouvoir mieux expliquer à notre grand-père ce que sa femme voulait et expliquer à la femme ce que le grand-père voulait. Et plus tard, quand je suis arrivée en quatrième, j'ai découvert l'espagnol. C'est une langue qui m'a profondément touchée. Donc, je l'ai beaucoup aimée. Et en grandissant, alors, la passion est restée. L'espagnol m'a tellement plu que j'ai bien pris plaisir à traduire des petites choses, à écrire des petits textes, des petits poèmes, bon, des petites choses comme ça entre nous, élèves, quoi. Et en grandissant, j'ai vu le rôle que pouvait jouer la langue comme passerelle entre plusieurs cultures. Et Ouais. du coup, j'en ai fait ma profession, on va dire. Bon, cette question est plus technique. Comment tu arrives à gérer les deux, enseignante, traductrice? Oui, Bon, l'enseignant a quand même un peu plus de temps, on va dire, ça que c'est peut-être vrai. ceux qui exercent des fonctions. Donc, bon, les quelques rares clients que je peux obtenir, leur travail, je le fais en soirée, après que les enfants soient couchés. Bon, ça n'interfère pas vraiment dans mon travail d'enseignante parce que les traductions sont assez rares. Donc, du coup, je me sens pas bousculée. OK. Est-ce que là, tu te sens pas un peu comme je perds quelque chose parce que je ne pratique pas tout le temps? Parce qu'il y a ça qui revient généralement. Certaines personnes qui me disent parce que j'ai pas beaucoup de travail, c'est comme si je perdais quelque chose. Bon, ce que je vais dire, c'est que je souhaite avoir plus de clients, c'est sûr, mais je ne pense pas que je perds quelque chose. Ce que je souhaite seulement, c'est avoir davantage de clients. Et puis, bon, je suis en train de travailler pour voir comment obtenir un peu plus de clients. Peut-être qu'avec beaucoup plus de clients, ça va beaucoup me plaire parce C'est que sûr. j'aimerais avoir de l'argent. Ouais, c'est côté argent, Et c'est là, important. les gens, par contre, pensent aussi à la rémunération qui va avec, honnêtement. Donc, Ouais, ça sera. ça c'est vrai. OK, on va parler d'un autre sujet. Je ne sais pas si ça te touche vraiment, mais tu as des collègues autour de toi qui font dans la traduction. Donc peut-être que si ça ne marie pas avec toi-même, tu peux peut-être prendre l'exemple de sur tes collègues, ce que tu vois, ce que tu constates. Est-ce que dans ton activité en tant que freelance ou pigiste, euh, comment fais-tu pour avoir tes clients? Comment tu réussis à trouver tes clients? Quand tu les trouves, comment tu fais pour les retenir? Bon, en tant que freelance, on va dire que
Moi, j'ai juste mes contacts WhatsApp. J'ai également un compte sur LinkedIn, sur Upwork. C'est vrai que de ces deux côtés-là, je n'ai pas encore pu obtenir de contrat, mais je suis sur ces pages-là. Et les quelques rares que j'ai pu obtenir, ce sont des collègues et aussi par mon mentor, Monsieur Patient, avec qui je collabore sur certains travaux de temps à autre. Et la rétention, c'est sûr que ce n'est pas la rétention. Qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce qu'on fait pour retenir un client qu'on a déjà dans sa base? Bon, je pense que le meilleur moyen de garder un client, c'est le bon travail. Respecter les délais, être aussi proactif, parfois anticiper sur ses besoins, créer les besoins chez certaines personnes. Parce que beaucoup n'ont peut-être pas, beaucoup ne savent pas qu'ils ont besoin du traducteur. Oui. Donc, tu suscites leur intérêt, tu crées le besoin en eux, ça peut permettre d'avoir d'autres clients que tu vas maintenir autour de toi par le bon travail, la ponctualité, la rigueur. Au Cameroun, tu fais le bon prix, tu gardes ton client. Le bon prix, est-ce que c'est réduit le prix ou augmenté? Réduit, évidemment, pas augmenter, surtout Ok, pas. ouais, ça c'est ce côté, quelqu'un m'a dit, c'est comme si on était au marché. Ah oui, c'est ça. Ça se négocie vraiment de gré Ouais, à gré, on va dire. ok, c'est bon. Donc maintenant, on va parler on va rentrer dans le cadre de ta profession. Certes, c'est l'élément qui touche la traduction. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile pendant ton parcours académique dans le domaine de la traduction? Le plus difficile pour moi, ça a été d'être rigoureuse en tout temps, dans ma façon d'écrire surtout, parce que j'aimais beaucoup abréger. Mhm. Et quand j'écrivais, je mélangeais français, anglais, espagnol, italien, donc toutes les langues qui me trottent à l'esprit. Si je suis, par exemple, à une conférence et que je prends des notes, Oui. je vais écrire dans toutes ces langues-là. Wow. Oui. La langue qui me vient en premier, c'est elle que je vais noter. Donc, dans les SMS également, pendant ma formation, vraiment, le formateur a été très pointilleux là-dessus. Ok. Quand tu rédiges, que ce soit sur une page Facebook, LinkedIn, WhatsApp, il faut être rigoureux. Déjà, ceux qui consultent tes posts doivent savoir que c'est quelqu'un de rigoureux. La ponctuation, l'orthographe, la grammaire. Pour moi, ça a été un peu difficile de vraiment me canaliser là-dessus. Et puis aussi de me faire l'allié de l'intelligence artificielle parce que j'avais tendance au début Mhm. à la rejeter. J'étais plus accrochée au dictionnaire Ouais. qu'à l'intelligence artificielle. Donc ça a été un pas où il a fallu vraiment avoir de l'autodiscipline pour moi. Ok. Ok. Intéressant. Ça, c'est le côté difficile. Maintenant, le côté que tu as aimé le plus. C'est l'aide finalement de l'IA pour me perfectionner. Ok. Et son assistance s'est avérée vraiment précieuse. Vraiment. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui il faut fonctionner main dans la main. Parce que ça aide, ça fait gagner en temps et ça fait également gagner en efficacité. Oui. On aura le temps de. Je pense que vers la fin, on va parler. On va parler, on va un peu discuter sur ce sujet. Pour l'instant, on va profiter pour aller un peu dans la chronologie des événements. Est-ce que la plupart des clients pour lesquels tu as traduit, je veux qu'on se tutoie, hein, pour lesquels tu as traduit, est-ce que tu as eu des retours un peu négatifs, genre des blâmes ou quelque chose comme ça, dans ce sens? Non, non, pour l'instant, non. Ok. Et Il est-ce... faut dire que je n'ai pas aussi Oui, oui. eu beaucoup de clients. Je n'ai pas de retour négatif pour le moment. Tout Mais est-ce que est tu trouves bien. que c'est accueillant d'avoir ce genre de retour d'un client qui dit ben, vous avez traduit tel, je pense pas que c'est, je ne voulais pas que ce soit comme ça, vous n'avez pas bien traduit parce qu'il y a telle chose qui manque. Est-ce que tu trouves ça constructif? Oui, oui, la critique est toujours constructive, hein. Pour moi, je pense que peu importe la façon qu'on me la présente, je n'ai pas bien fait. Bon, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que le client estime que je n'ai pas bien fait, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend. Et puis bon, je reprends. J'essaie comment dire ça, de le satisfaire parce qu'au bout, il paye pour une satisfaction. Donc, il faut le satisfaire. Et souvent, la clientèle va de bouche à oreille. Donc, si un client satisfait, ça peut faire deux clients demain, on ne sait jamais. Bien sûr, ça revient toujours, cette question, oui, ça revient.
La plupart des traductions que moi j'ai eu à effectuer, c'est toujours localement. C'est toujours quelqu'un qui me dit, ah, tu avais traduit telle chose pour telle, je suis lié à cette personne, est-ce que tu aimes... Plus tard, je pense que hier, là, j'ai reçu comme ça un message aussi d'un autre client. Je pense que je vais répondre à ce client très bientôt, qui me disait que j'ai traduit un document pour quelqu'un, pour une personne X, et qu'il aimerait aussi que je traduise son document. Oui, ça, c'est, j'accorde avec ce que tu dis. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu as traduit déjà pour un public à l'extérieur, donc un client qui est à l'extérieur du Cameroun? Bon, je pense que oui, parce que les travaux comme Monsieur Patient me donne, généralement, parfois, sont pour des gens qui sont aussi à l'extérieur, en Colombie, ou en Espagne. Bon, je pense quand même que oui, de ce côté-là. Ok, ça Donc, nous en amène. passant, si tu veux des clients en espagnol, là, il faut vraiment me contacter. Oui, 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 ça, ben, c'est pour ça que la plateforme est là, c'est pour que tu sois visible, qu'on te voit qui parle et qu'est-ce qu'elle fait. Bon, ça va permettre à plusieurs personnes qui vont visionner. On ne sait jamais un client qui peut tomber sur la vidéo et puis il pourra te Vraiment. contacter. Donc, moi aussi, c'est la première fois, je ne savais pas que tu avais fait la traduction vers l'espagnol. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais savoir donc comment tu fais pour t'assurer que la traduction qui est faite pour ce client reflète son environnement, donc la géolocalisation, comme je vais dire. Comment tu fais? Quels sont les atouts que tu utilises pour pouvoir canaliser, donner le bon message pour ce client, peut-être en Italie ou en Espagne? Bon, il faut d'abord se renseigner déjà auprès de la personne. Son espagnol, c'est l'espagnol standard. Si c'est l'anglais doux. Si c'est le français. Toujours se renseigner, s'informer, faire des recherches parce que la localisation, pour moi, elle est cruciale en traduction. Parce que un texte traduit de façon littérale peut manquer de sens dans un contexte culturel. Oui. Alors que si on l'adapte, le contenu, on peut le rendre pertinent et compréhensible pour le public cible. Mais si on ne fait pas ça, c'est comme si, bon, c'est un travail inutile à peu près. Ouais. Merci pour ça. Ça nous amène donc à une autre question qui est, quelle est ta démarche quand tu veux soumettre un travail, disons, quand tu as un travail qui a été donné et que tu dois le rendre finalement? Quelles sont les étapes? Quelle est ta procédure? Comment tu fais pour livrer un bon travail? Bon, comme je disais tout à l'heure, bon, il faut s'investir, m'investir vraiment à fond dans ce que je vais faire. Une fois que j'ai toutes les informations de la part du client, ce qu'il attend de moi, bon, je fais des recherches, je lis, je relis, j'utilise les Google. matériels qu'il faut. Voilà, les outils là, les outils de traduction, Trados, tout ça là. Ce qu'il faut pour respecter ce qu'il attend de moi. Et comme il y a souvent une base aussi de traduction là, j'utilise aussi tout ça, tout ce qui est à ma disposition et que je peux utiliser vraiment, j'utilise. J'appelle même des gens, je demande, bon, toi, tu as fait telle chose, toi, tu fais comment ici, etc. Et puis, il y a aussi des forats dans lesquels nous sommes. On peut poser la question à d'autres personnes. Il y a des professionnels par rapport à nous autres. Il y a des grands frères à qui on peut poser des questions et qui acceptent toujours gentiment de nous tenir la main. Donc, c'est comme ça que je procède. Ok, parfait. Donc, je vais toucher un sujet qui touche beaucoup les traducteurs, mais peu en parlent. Certains sont courageux d'en parler. C'est les arnaques. OK? Est-ce que tu as déjà vécu une arnaque? Si tu ne l'as pas vécu, peut-être qu'il y a autour de toi certaines personnes qui l'ont vécu. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce thème? Si tu en as vécu, quelles sont tes impressions par rapport à ça et qu'est-ce que tu penses faire pour éviter que cela n'arrive? Bon, oui, j'ai déjà été victime. OK? J'ai failli être victime 2 fois, Oui, mais avec l'aide de patient, j'ai pu passer. Je me suis pas laissé prendre oui. parce que il y a un monsieur qui a écrit se faisant passer pour une ONG, proposant des sommes faramineuses pour un travail. Je dis, mais attends. Je lui ai dit, mais je suis pas professionnelle même, hein, je lui ai dit, non, c'est pas grave. Bon, quand j'ai transféré le mail, patient m'a dit, ah non, 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 ça. Mais la fois où je me suis fait avoir, comme je fais également dans la traduction en langue des signes américaine, c'était Oui. pour une transcription d'une vidéo en langue de signes. Donc, il m'a envoyé la vidéo, il dit que non, oh, le client veut voir une mouture de ce que tu peux faire. Ok, d'accord. Je traduis, j'envoie. Oh non, il veut ça en tel format. Ok, je fais le format. Oh non, il veut aussi cette petite bout de phrase, une autre petite vidéo, l'autre.
Je traduis. Après, je dis, mais attends, il faut d'abord me payer même pour toutes les vidéos que j'ai déjà envoyées là, non? Et Oui. puis la personne a disparu. Oh ouais, ça c'est Là sûr. où j'ai compris qu'en fait, c'était une arnaque. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Est-ce que ça te prenait beaucoup de temps de pouvoir faire cette transcription? Oui, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Parce que la transcription en langue de signes, elle est un peu plus difficile. Il faut d'abord comprendre la vidéo, puisqu'il fait ça en langue de signes américaine. Tu Oui, oui. comprends la vidéo, tu écris sur du papier ce qu'il te dit, Mhm. et puis maintenant, tu arranges les phrases. Parce que la langue des signes, par exemple, je veux manger une banane. Oui. Ça, c'est le français. La langue des signes, c'est pas comme ça. Banane, moi, veux manger. Hmm. Ouais, ouais. Donc, tu écoutes, tu regardes la vidéo. Une fois que tu as déchiffré le message du sourd, Oui, donc il faut l'écrire dans son langue, il faut le transcrire dans son langage à lui. oui. Ensuite, il faut ordonner pour que ce soit une phrase cohérente en français En ou en français. anglais, selon Oui, oui, en la anglais, langue oui. que le client demande la ou dans laquelle il veut la transcription. Mhm. Tu fais tout ça, les nuits sans sommeil, et le crédit, les mégas s'en vont. Oui, oui, Donc, oui, oui. après, ça, non, c'est vraiment désagréable. Donc, il faut vraiment être prudent. Demander aux autres comment ils font pour déceler ces gens-là. Et puis, bon, vraiment, être prudent sur les réseaux. Ça m'intéresse vraiment le langage des signes, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle ça, n'est-ce pas? Et la langue de On va signe. un peu parler de ça vers la fin. Pour l'instant, je vais savoir comment est-ce que tu fais, selon toi, vu que c'est arrivé une fois. Peut-être tu as aussi constaté avec d'autres collègues. Comment tu fais pour savoir que ça, c'est une arnaque, possiblement une arnaque? Est-ce qu'il y a des signes que toi, tu mets en place pour dire, oh non, ça, je vois déjà, ça sent pas bon. Bon, le mail, souvent, l'adresse email. Pendant la formation, nous avons dû prêter beaucoup attention aux adresses email et à la façon dont ils sont écrits et tout ça. Bon, Mhm. c'est vrai que je n'ai pas ça en mémoire, mais quand je reçois un mail, j'essaie de checker un peu par rapport dans le cahier où j'avais noté ça. Oui, J'essaie de voir. Mhm. C'est comme ça que je procède. Bon, si j'ai des doutes, je demande à un patient. Et puis, je oui. demande aussi à l'autre. C'est toujours bien. Ce que je dis toujours aux gens, c'est généralement ma solution est simple. Quand je constate que ça sent déjà ça sent pas bon déjà, ce que je fais généralement ces arnaqueurs s'associent avec des entreprises qui sont existantes. Donc ce que je fais, c'est je vais chercher dans leur liste de contacts et voir peut-être le service à la clientèle et appeler. Et appeler tout simplement pour savoir si effectivement X personne, qui généralement est une personne de cette entreprise, mais qu'une personne se présente comme si elle était la personne. Et puis je demande si effectivement vous m'avez contacté pour telle chose ou telle chose. En général, ça va s'avérer non, on ne vous a pas contacté. Normalement, on ne fait pas affaire comme ça. Donc c'est un peu ça. Oui, moi je vais à la source. Il faut Toi qui as eu dans le groupe l'autre jour, là. Exactement. Donc, ça là, c'est un ouf. Je n'ai pas encore fini ce chapitre. Peut-être que je vais produire une vidéo pour ça. Ça, Vraiment, il le faut parce que ça peut être instructif à plus d'un titre, hein. ben, bien sûr. Bien sûr, on a passé 5 jours. On a passé 5 jours à baratiner comme ça. Et finalement, je l'ai eu. Et puis, je lui ai dit, j'ai tout enregistré. Il était étonné. J'ai tout enregistré, tout Mhm. est là. Et ben, je lui ai versé quand même un petit montant. Je lui ai dit, c'était juste parce que j'ai vu que tu travaillais fort. Et puis, je lui ai dit, on peut-tu rester en contact? Mais il a refusé. Ben, je garde là. Je vais faire tout un programme, un enregistrement par rapport à ça. Et puis, je vais publier ça pour que les autres puissent. C'est vraiment long. Donc, ça nécessite vraiment d'avoir une vidéo qui va peut-être aider d'autres personnes aussi à pouvoir éviter ces erreurs. Je vais aussi donner des recommandations par rapport à ça, comment déceler toutes ces choses. Je pense que c'est la première fois que ça arrive dans notre domaine de traduction, parce que c'est rare. Surtout que c'était live. Mais je suis quand Vraiment. même content. Je suis content que ça s'est passé et puis tout le monde a vu en réalité. Parce qu'il faut se poser des questions. Quand quelqu'un t'aborde pour un travail, il ne faut pas juste courir. C'est pas l'argent qui est d'abord important. C'est qu'est-ce que la personne veut faire avec. Des questions importantes qu'il faut les poser. Tant qu'on ne les pose pas ces questions, on peut se mettre dans le trou. Il y a toujours un petit problème quelque part qu'on peut déceler. Donc, après avoir fini avec ça, on va parler maintenant de la traduction des langues de signes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait à l'école aussi ou tu l'as appris comme ça?
Je ne l'ai pas fait à l'école, mais j'ai eu une formation. En fait, je suis témoin de Jéhovah. Mhm. Et puis, dans le cadre de cette activité, l'Association chrétienne des témoins de Jéhovah a organisé des formations dans les années 2005-6 par là. Oui, Donc, comme j'étais dans un groupe où il y avait un sourd-muet, oui, on nous a donc contactés, ceux qui voulaient. On oui. a donc eu une formation. Déjà, le sourd-muet lui-même nous avait déjà formés par rapport à ce que lui connaissait. Et quand vraiment la formation professionnelle est arrivée, on s'est arrimé, on a eu une formation. Et dans ce cadre-là, on aidait les sourds-muets à pouvoir mieux communiquer avec leur famille, à leur traduire certaines choses, à les aider aussi pour leurs devoirs, l'intégration sociale et bien d'autres choses. Beaucoup Donc, de c'est dans ce personnes. cadre-là que j'ai appris la langue des signes Beaucoup de personnes ne américaine. savent pas que c'est une spécialité de la traduction. C'est un domaine qu'on peut Oui. explorer. Pour certains qui veulent diversifier leurs services, j'encourage fortement d'aller le faire. Moi, j'avais commencé quand je suis venu au Canada, j'ai fait, parce qu'il y a la langue des signes des Québec, pour le Québec, et j'avais commencé cette Mhm. formation. Je peux dire que c'est pas facile. C'est pas Non, facile. c'est pas facile. C'est Je pas l'ai pas facile. terminé, mais c'était intéressant, en fait. C'était vraiment intéressant. Et C'est je me très suis bien. dit, un jour, je vais me lancer peut-être pour, on ne sait jamais, pour, comme une spécialité. Mais j'encourage les gens de penser à ça. Beaucoup de personnes ne pensent pas en tant que traducteur. On pense toujours aux langues, mais on ne sait pas que c'est un domaine qui paye. Surtout dans certains pays comme le Canada, c'est quand il y a une traduction ou une interprétation quelque part, il y a toujours un traducteur qui interprète les signes, Pour les le langage des signes. oui. Très, très intéressant. Donc, merci d'avoir partagé ça. Donc, on va aller à une autre question maintenant. On parle de cash. Je pose toujours cette question. Mhm. Est-ce que tu penses que au Cameroun, on gagne bien sa vie en étant traducteur, que ce soit traducteur maison, institutionnel ou traducteur freelance? Bon, c'est difficile de répondre à cette question parce que je ne connais pas quel est le revenu de beaucoup de traducteurs, Mhm. mais je vais me référer toujours à Patient. Oui, oui. Lui, il a dit que, bon, lui, il gagne assez bien sa vie grâce à la traduction. Et je lui ai dit, moi, je ne gagne pas encore grâce à la traduction. Donc, mon objectif à moi, c'est de gagner de l'argent un jour grâce à la traduction. Et là, je pourrais peut-être répondre plus efficacement à cette question. Oui, oui, c'est correct. Mais je pense Donc, quand même que les traducteurs s'en sortent au Cameroun parce qu'il y a toute une institution qui forme pour ça oui. et l'État aussi a des fonctionnaires dans le domaine. Donc, il y a quand même une bonne partie qui est employée par l'État et les autres sont en freelance ou alors dans le privé. Et puis, ces dernières années, la traduction a gagné beaucoup en coach. Donc, je pense qu'ils s'en sortent. Dernièrement, avec l'avancée de l'intelligence artificielle, beaucoup ont été un peu inquiets de ce qu'ils allaient devenir. Mhm. Mais je pense que les moyens sont mis en place pour qu'ils puissent continuer de gagner le pain quotidien. Oui, ça c'est vrai. Le traducteur gagne bien sa vie, ce que je comprends, dépendamment Mhm. s'il est que ce soit freelance ou traducteur maison. Donc, tout est mis en place pour que ça se passe bien. Je suis content par rapport à ça. Donc, la prochaine question va se focaliser sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses qu'un traducteur devrait, tout avant, être d'abord un entrepreneur? Oui, oui. Un Pourquoi? traducteur doit être un entrepreneur parce que l'entrepreneur doit aller à la recherche de revenus. Le traducteur, lui, malheureusement, il n'est pas commerçant, il s'assoit pas et puis les clients viennent demander la marchandise. C'est lui qui va vers le client pour soit créer le besoin ou alors réclamer quelque chose qu'il peut faire pour pouvoir gagner aussi sa vie. Donc, il doit entreprendre, il doit faire du marketing, il doit prospecter. Et en tant que tel, il doit aussi être un bon entrepreneur. Ok, dans le cas du Cameroun, on voit qu'il y a plusieurs traducteurs qui sont formés. Je pense en Afrique, le Cameroun est le pays qui produit plus de traducteurs, selon moi. Et quand on regarde, on voit qu'il y a plusieurs qui travaillent, que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe, donc en tant que freelance. Mais quand on regarde la société camerounaise, on ne voit pas beaucoup d'entreprises ou d'agences de traduction. Qu'est-ce qui justifie ça ou qu'est-ce qui se passe en fait, selon toi? Je pense que parce que le Camerounais n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres. Excuse-moi. Pourquoi tu dis Parce ça? que le Cameroun est bilingue, Oui, entre guillemets, on va dire. oui, oui. Donc, certaines entreprises se disent, OK, si j'ai deux employés qui parlent anglais, cinq employés qui parlent français,
Mais pourquoi chercher un traducteur? Toi qui parles anglais, là, viens ici. On dit ça comment en anglais? Mhm. Ah oui, on dit ça comme ça, comme ça. Et puis, il va penser que c'est la traduction qu'il lui faut. Oui, Il va peut-être concevoir ses flyers, ses panneaux publicitaires avec ça. oui, C'est pour ça qu'on voit un peu des affiches qui présentent du n'importe quoi. Parce que généralement, il se dit, bon, je n'ai pas un autre budget pour engager un traducteur. Donc, je demande à mon employé qui parle l'anglais là. Et puis, tout bon Camerounais parle un peu l'anglais et le français. oui. Donc, du coup, beaucoup d'entreprises se fient à ça et s'arrêtent là. Je pense que c'est un peu ça. OK. C'est raisonnable ce que tu viens de dire. Donc, ça nous mène maintenant à une question très importante. Ça concerne un conseil ou des conseils à donner à ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, se retourner vers une autre carrière comme la traduction, ou des jeunes qui finissent déjà leur secondaire et pensent à quoi faire dans le futur. Est-ce que la traduction, c'est quelque chose que tu recommanderais? Et si oui, pourquoi? Oui, je recommanderais la traduction, mais à celui qui sent qu'il a cette passion ou alors qui a décelé un certain don. Parce que parfois, il y a des choses qui sont innées. Il y a des phrases que tu peux traduire avec l'aide peut-être de l'IA, mais au ressenti, tu as l'impression que c'est pas ça. Oui, Là, il faut y aller avec l'intuition. Tu essaies de me comprendre, tu es oui, 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 bien traducteur, sûr, tu bien sais. sûr, bien sûr, bien sûr, je comprends très Voilà. bien. Mhm. Donc, quand quelqu'un a déjà ce petit truc, il peut maintenant se former et se lancer dans la traduction. Et puis, la traduction a des jours meilleurs, malgré l'influence de l'intelligence artificielle. Parce que la traduction permet de traverser toutes les barrières. Quand tu peux connecter deux personnes qui se regardaient en chien de faïence, tu as fait quelque chose de magnifique. J'ai remarqué ça dans la langue des signes. Quand tu vois un sourd regarder sa mère, son père, Mhm. et puis il te regarde, il attend. Ces gens-là, ils ne les comprennent pas, le parent ne le comprend pas, et parfois on les violente. Oui, oui, Or, quand il y a déjà quelqu'un qui peut passer le message, l'enfant s'épanouit à vue d'œil. bien sûr. Donc, la traduction, c'est vraiment quelque chose de bien, de prometteur. Mais il faut être patient aussi, patient, humble et perfectionniste à la limite, parce que dans la traduction, il ne faut pas donner du n'importe quoi. Imagine peut-être si c'est la traduction médicale. Oui, On va pas dire que les autres sont à négliger, mais là, il y va de la vie des gens, oui, bien sûr. ou bien des notices, des appareils de voiture, etc. Il faut être vraiment perfectionniste. Donc, dis ce qu'il faut à la personne où il est pour qu'il ait l'information du Exact. fabricant ou bien Donc, il faut être patient pour moi, perfectionniste, vraiment, et accepter de se laisser tenir par d'autres personnes. Ils ont la chance que il y a des gens comme vous, patients, et bien d'autres mentors qui sont prêts à tenir la main à ces jeunes. Donc, peut-être, je me dis que peut-être il y a souvent ici des jours d'orientation scolaire. Peut-être qu'on peut passer même dans les établissements, dans les lycées. Moi, je n'en ai pas encore vu. Pour Oui. encourager aussi les enfants à choisir la traduction. Moi, je fais déjà ça maintenant, beaucoup plus qu'avant. Parce que je vais voir les scientifiques vont venir, oh, il faut être ingénieur en ci, il Ah faut être ouais, ingénieur en ça. ouais, Mais il ne faut pas assez de marketing auprès des enfants pour qu'ils sachent qu'il y a aussi la traduction bien sûr. qui peut être un objectif porteur pour eux. Donc, c'est pendant ces journées-là, on peut les aider. À l'université, je déplorais ça quand je suis arrivée à l'université. On nous fait des journées d'orientation après l'inscription. Oh. Donc, tu as déjà fini de t'inscrire dans une filière et puis on vient t'orienter. Là, tu Je ne sais changes. pas trop à quoi ça fait. Plusieurs personnes vont Mais changer. c'est le Cameroun. Voilà, c'est le Cameroun et puis c'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais avec la journée de la traduction qui est désormais célébrée et publiée un peu de partout, je pense qu'on peut aussi pousser Mhm. l'information dans les établissements scolaires pour que les enfants comprennent qu'il y a aussi cette option-là. Je pense que généralement, c'est un jour qui n'est pas férié. Donc, moi, je dirais pour les traducteurs qui sont en groupe, c'est une initiative vraiment à encourager de partir dans une école, de décider d'aller dans X école et juste parler par rapport à cette journée pour que ça réveille, parce que c'est une journée internationale, donc tout le monde va se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette journée? Ils vont devoir pouvoir poser des questions et là, ils vont bien comprendre, parce qu'il y en a certains qui sont là à l'école qui ne savent pas où ils vont aller. Pourtant, ils ont une solution devant eux.
certains sont Oui. nés avec les deux langues, qui manient bien les deux langues ou trois langues. Oui, 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 effectivement. Bon, merci pour ce conseil. Maintenant, on va donc toucher le nœud du sujet qui était l'IA, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu pour, n'est-ce pas, exterminer les traducteurs? Bon, si c'était l'objectif du concepteur, je pense qu'il ne va pas réussir parce que l'être humain est quand même indispensable. L'IA a sa place, l'être humain a sa place. Parce qu'il y en a qui cherchent, par exemple, la traduction naturelle. Oui, Il y en a et qui ont déjà des prérequis que peut-être l'IA lui a donnés, mais il a toujours besoin de se rassurer un peu. Qui va le rassurer? L'être humain. ouais, Parce que je pense que Jéhovah a conçu le cerveau avec la capacité de s'adapter à plein de choses. Or, oui, l'IA, lui, il est un peu, je veux dire, cantonné dans oui, ce que le constructeur lui a donné. Or, le cerveau humain est capable de faire des merveilles. ouais, ça c'est certain. Donc, je pense que Ça c'est certain, les deux c'est... ont leur place. Oui, oui. Ben, on va parler de la période où Google Translate est arrivé et c'était la même sensation. Tout le monde disait la tradition va mourir. Mais plutôt on constate qu'il y a eu du volume. Il y a eu de Oui, volume. Au lieu du mot, comment on appelait ça, la tradition dans le passé où c'était le doigt, le mot petit à doigt. mot. Oui, le mot à mot où on touchait du doigt pour s'assurer que c'est bien traduit. On était passé à cette étape maintenant à une étape où c'était l'Internet. Donc, ceux qui maniaient, qui travaillaient sur papier devaient s'adapter à l'ordinateur. Mais c'est Mhm. venu avec du volume. C'est ceux qui avaient ça, ça a aidé d'autres personnes. Mais pour être encore plus rassurés, on a demandé que les traducteurs, l'humain, viennent là-dedans pour s'assurer que c'est bien fait. Et on a constaté qu'il y avait plus de volume. Au lieu de peut-être 500 mots par jour auparavant, on est passé peut-être à 1500 parce que certaines institutions, c'est Oui. comme ça. Moi, je pense Mhm. qu'avec l'IA aujourd'hui, on va passer jusqu'à 10 000 mots par jour. Pourquoi? Parce Ah, que c'est beau. l'ordinateur est là pour traduire ces simples phrases, ces simples expressions. Et nous, on est là pour agencer avec la terminologie qui va avec, pour s'assurer Oui. que la colocation est bien faite. Parce que on sait que Mhm. nous, les linguistes, on sait que il y a des mots qui marchent ensemble. Mais l'ordinateur ne Oui. va pas le faire, ne va pas le Pas savoir. forcément. Tout ce qu'on met Mhm. dans C'est ça. l'ordinateur, il va ressortir ça, généralement. Et c'est tout le monde qui traduit. Ça peut être les traducteurs, ça Mhm. peut être des bilingues, ça peut être n'importe qui met des informations sur le net que l'IA va prendre et nous ramener. Donc, c'est toujours Mhm. important. Donc, c'est pour dire quoi? C'est Oui. pour dire que beaucoup d'informations sont en train de créer avec tous les outils, les ChatGPT et tout, et qui vont inonder le net, qui va faire ensuite qu'il y aura plus d'incertitude par rapport à l'information qui sort. Parce que parfois, généralement, quand tu es même sur ChatGPT et que tu te poses une question ou tu demandes peut-être la traduction d'un certain mot, quand l'ordinateur est bloqué, soit il te le dit carrément qu'il ne peut même pas aller, ou il te crée quelque chose d'autre qui ressemble à ce que tu veux. Mhm. Donc, C'est ça, effectivement. il y a une J'ai eu ça insécurité. avec c'est DeepL, Google Translate et ChatGPT. Donc, j'ai essayé comme ça un jour, je leur donne la même phrase, enfin, un même bout de texte aux trois. Et puis, il y avait des incohérences. Ouais, Or, imagine quelqu'un qui voulait se fier à ça pour son texte. Il a trois choix. Maintenant, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler l'être humain. pour Et bon, valider. toi, viens un peu, puis essaye de m'agencer tout ça et de me dire qu'est-ce qui est le plus correct de tout ça. Ben, Donc, ils vont aider, mais l'être humain sera toujours là pour les chapeauter. c'est pour cela qu'il y a de l'assurance. Est-ce que tu savais qu'un traducteur doit être assuré? Non. Oui, un traducteur professionnel doit être assuré. Pourquoi? Parce qu'une faute peut causer une grosse faille, peut causer la perte humaine. Et Mhm, donc, il faut une mhm. assurance parce que ces erreurs-là qui se font peuvent être assurées pour peut-être compenser. On sait qu'on ne peut pas compenser quelqu'un qui est mort ou une Oui, famille, mais peut au moins oui. alléger la tâche. Moi, je vais dire, par exemple, moi, je suis assuré à 2 millions de dollars pour le fait que je suis traducteur, au cas où je commets une erreur. Parce que ça peut être une erreur publique, comme ça peut être une erreur personnelle. Et quand c'est Mhm. le public ne joue pas. Disons que tu as fait quelque chose qui touche le gouvernement, en fait. Ben, il va te poursuivre, c'est sûr. Il va te poursuivre et tu dois te payer. Soit tu vas en prison, soit tu payes. Donc, c'est pour dire que le fait qu'il y a cette crainte de commettre une erreur va toujours jouer sur la mentalité du donneur d'œuvre.
Parce qu'il a peur, Mhm. même s'il est certain. À un moment donné, il se dit non, c'est bon, mais il va se dire ben, si j'envoie ça, si je balance ça quelque part, ça peut causer Comme des ça. problèmes. Bien mieux, il faut que je transfère ce risque à un traducteur. Donc, c'était C'est juste vrai. pour passer sur ça. La dernière question maintenant pour clore. Et tu l'as effectivement dit qu'on ne va pas durer, mais c'est rapide là. C'est est-ce Mm. qu'au Cameroun, oui ou non, tu penses que un ordre des traducteurs ou interprètes, le moment est venu pour avoir cet organisme? Oui, je pense. Je pense qu'il faut surfer sur l'onde qui est en train de passer là. Avec votre aide et bien d'autres personnes, vous avez déjà lancé cette idée. Je pense que beaucoup de traducteurs sont déjà au courant et ils sont partants pour ça. Il y a bien un ordre de médecin, un ordre d'architecte, un ordre de comptable. Bon, pourquoi pas un ordre de traducteurs pour les protéger davantage aussi? Mais je sais qu'il y en a des associations déjà au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas plus qui est fait de ce côté ou c'est juste parce que c'est des associations qui fait que ça ne marche pas? Parce que c'est toujours, ils parlent toujours d'intérêt pour les membres. Mhm. Bon, je ne sais pas trop quel est le rôle de l'association. Je sais qu'il y a l'association des traducteurs, c'est l'APTIC, quelque chose comme ça. Je pense pas qu'il y a Bon, je ne sais il pas. y a plusieurs, je pense. Il y a deux ou trois déjà. D'accord, ok. Bon, je ne sais pas quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, qu'est-ce qu'ils ont comme perspective. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question de façon efficace parce que je ne les ai pas côtoyés. Je n'ai pas côtoyé les traducteurs qui sont dans ces associations-là. Donc, je ne sais pas. Ça devait être aussi un point pour toi de vérifier en tant que professionnel. C'est quand même une association des traducteurs. Vous se posez des questions, qu'est-ce qui se passe? Peut-être on ne sait jamais, on peut apprendre quelque chose là-dedans. Pourquoi ça t'a pas intéressé déjà d'aller vers l'association? Bon, disons que je me pensais que comme je n'ai pas de formation atypique OK. traductrice, comme ces autres personnes qui font partie de ces associations, donc je ne voyais pas l'intérêt pour moi, par exemple, de partir toquer à la porte de cette association, par exemple. OK. Parce que là, je vois que ce sont les professionnels professionnels, quoi. Bon, je suis un peu en marge donc c'est ce que moi j'ai pensé, en fait. Mais maintenant que tu le dis, Non. Un on va. traducteur, je vais te dire clairement, pour un ordre, l'ordre LOTIAC, l'ordre des traducteurs, terminologues et interprètes du Québec, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour être traducteur professionnel. Il suffit de prouver parce que parfois, ici, tu sais, le système nord-américain, c'est la compétence. En Hmm. Amérique, on ne veut pas tes diplômes. Que tu aies un master, que tu aies un PhD ou whatever, ce qui importe les Américains et les Canadiens, c'est est-ce que tu peux faire cette tâche? Donc, il va te mettre sur le pied du mur et il va te demander, fais-moi. Oui. Oui, est-ce que tu peux faire cette tâche? Si tu es capable de prouver que tu peux faire cette tâche, c'est le premier critère. Les autres vont Ma venir cousine après. m'en a parlé, hein. Elle m'a dit, elle est au Canada. Elle m'a dit ici, quand tu arrives, tu vois les plaques, on cherche ci, on cherche ça. On te demande pas un CV, je sais pas moi, un document, un portfolio, etc. Tu dis que tu sais coiffer, ok, voilà, coiffe. Tu dis que tu sais construire, ok, voilà, construire. Donc, on veut la compétence. Ce que tu sais faire, c'est par rapport à ça que se détermine ce que on va t'offrir comme emploi, quoi. Exactement. Donc, c'est pour te dire que j'en connais plusieurs qui sont des traducteurs professionnels ici, qui ne sont pas passés par une école. Certains sont des médecins qui sont des traducteurs agréés aujourd'hui. Juste que on les a donné un texte où on les a dit est-ce que vous pouvez prouver que vous avez de l'expérience, vous avez déjà traduit quelque part. Et ils vont sortir des échantillons de leur traduction, et ils vont donner à l'ordre, et l'ordre va vérifier, va s'assurer, va mener ses investigations. Et si tout est correct, ben, on vous donne le titre. Maintenant, c'est à vous de voir si vous avez besoin de plus de compétences. Ils peuvent même vous orienter vers des cours. Ça, c'est le devoir, la responsabilité d'un ordre ou d'une association, de guider. De guider, généralement, ce sont les ordres. Les associations sont plus un peu dans... Comme toute association, il n'y a pas vraiment d'obligation. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut faire. Mais l'ordre est dans l'optique de dire, OK, tu as telle difficulté, nous, on va t'orienter. Va chercher telle compétence ici, va chercher telle compétence ici pour t'améliorer. Parce que la traduction ne s'arrête jamais. C'est une formation continue chaque jour. Chaque jour, on apprend. Le domaine de la traduction est très vaste au point où je ne sais pas s'il y a des limites.
Donc, c'est ça. Donc, ça met fin à notre entretien. Je te remercie déjà pleinement d'avoir créé le temps pour ça et j'espère que ça va nourrir plusieurs C'est personnes. avec plaisir. J'espère que ça va nourrir plusieurs personnes. Selon ton expérience, ce que tu as évoqué ici, il y a quelqu'un qui va apprendre et peut-être, qui sait, ça peut changer sa vie. Si tu as quelque chose, Effectivement. un dernier mot à dire, tu es libre avant qu'on se quitte. Tout ce que je peux dire, c'est que, bon, te remercier pour cette initiative et puis souhaiter que d'autres personnes également se prêtent au jeu. Ça peut aider 2, 3, 5, 10, 1000 personnes. Et puis l'objectif de tout être humain, de tout parent, c'est que l'enfant que tu envoies à l'école puisse s'assumer demain. Donc, s'il y a un mot écouté ou vu quelque part qui peut l'aider, vraiment, si nous le pouvons, je pense que il faut le faire. Ben, merci, ça met terme à notre podcast aujourd'hui. Donc, partagez et puis encouragez d'autres aussi à venir parler de leur expérience. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.